Je suis fasciné par ce que l'on peut apprendre des superhumains quant à nos propres capacités. Le professeur en sciences du sport, Greg White. Certaines personnes sont capables de faire des choses qui semblent impossibles, et je cherche à comprendre pourquoi. Et la neuroscientifique Heather Berlin. Je veux trouver jusqu'à quel point on peut entraîner et développer le cerveau humain. Les 5 prétendants au titre de superhumains devront repousser les frontières du possible. C'est stupéfiant. C'était absolument incroyable. Seuls 2 d'entre eux seront sélectionnés pour l'affrontement final, Qu'est-ce que vous pensez de chacun? à l'issue duquel nos scientifiques désigneront l'ultime gagnant dans la catégorie capacité cérébrale. On est d'accord? Oui. Oui. Au centre de recherche, les scientifiques sont sur le point d'étudier notre 3e superhumain dans la catégorie capacité cérébrale. Quel degré de douleur le guerrier Shaolin Matthew Ahmet peut-il vraiment supporter? Pour cette expérience, il faut un bâton en bois d'une masse volumique de 500 kg par mètre cube, une barre métallique d'une masse volumique de 7 tonnes par mètre cube et un assistant très compétent. Matthew va subir 2 chocs dont la douleur ira croissant. Tout d'abord, un coup infligé à l'aide de la barre en métal, puis un coup plus douloureux à l'aide du bâton en bois. Il se met en condition grâce à sa méditation Qigong. En ce moment même, il prépare son corps à endurer le coup. Il augmente sa pression artérielle. C'est une expérience dangereuse et hautement surveillée. N'essayez en aucun cas de la reproduire. Laissera-t-il voir un quelconque signe de douleur? Et pourtant, on ne lit rien sur son visage. Ouais. Il n'a même pas besoin de masser la zone blessée. Pour lui, ce n'est rien. Franchement, c'est dangereux. Et douloureux. Pas seulement pour le crâne, mais aussi et surtout pour le cou. Ouais. Matthew va maintenant tenter de réprimer une douleur plus intense que ce que la plupart des hommes pourraient endurer. Un coup très violent entre les jambes. J'ai peur. Oh! C'est pas vrai. Je suis intrigué par ce qui vient de se passer. Vous maîtrisez la douleur ou vous ne la ressentez pas du tout? Quand je suis dans cette attitude-là, je ne ressens absolument rien, parce que je suis très concentré, et que mon taux d'adrénaline est au plus haut. C'est indolore. C'est un mécanisme de survie, une sorte de mode de combat ou de mode de fuite, dans lequel vous ne pouvez pas vous permettre d'être dérangé par la douleur. C'est comme les athlètes qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils sont blessés jusqu'à ce qu'ils quittent le terrain. Et vous, c'est consciemment que vous arrivez à reproduire ces phénomènes-là. Et ça, c'est incroyable. Je suis curieuse de savoir à quel point votre seuil de tolérance à la douleur est supérieur à celui d'une personne lambda. Peut-être qu'on pourrait quantifier ça? Pour cette expérience sur le seuil de tolérance à la douleur, il faut un témoin, qui servira de point de comparaison, et un appareil de TENS. Cet appareil stimule électriquement les nerfs par la peau. Le test commence avec une petite impulsion, dont l'intensité augmente ensuite progressivement jusqu'à ce qu'elle devienne trop douloureuse. À un moment donné, ça va devenir désagréable, donc dites-le nous. Bruce, le sujet témoin, passe en premier. 350. Ça va? Vous avez mal? Ça commence à être un peu déplaisant. D'accord. On va monter à 400 millivolts pendant 500 microsecondes. C'est une bonne dose. Eh oui, ça fait mal, hein? Vous en voulez un peu plus? Allez, Ça marche. c'est comme si quelqu'un prenait une aiguille et... Oui, ça devient plus difficile. On est à combien? Toujours à 400 millivolts. Mais on monte à 1000 microsecondes. Ouh, Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter. c'est votre limite? Vous avez été bon joueur. C'est vrai, ça n'a pas dû être une partie de plaisir. Le témoin, Bruce, a dû s'arrêter à 400 millivolts pendant 1000 microsecondes. Quelle douleur peut supporter Matthew? On va régler l'appareil là où Bruce s'est arrêté. On est donc à 400. Pendant 1000 microsecondes. Allez, c'est parti. Faites-nous voir. Ça va. D'accord. Matthew peut facilement supporter la douleur sur laquelle Bruce s'est arrêté. Mais peut-il encaisser une décharge 2 fois plus forte? On va monter au max. Toujours 400, Pas de souci. mais 2000 microsecondes. Ça va? Oui, c'est comme une petite piqûre dans le bras. On ne peut pas régler l'appareil plus haut. Ça, c'est fou. Et puis surtout, ce maximum était 2 fois plus long que ceux que Bruce a endurés. C'est impressionnant. J'aurais pu faire 2 fois mieux si la machine m'y avait autorisé.
Sur le plan physiologique, vous devriez être en train de hurler de douleur. Mais votre anticipation et la façon dont vous avez cadré la souffrance dans votre esprit changent totalement la manière dont vous la vivez. L'incroyable faculté de Matthew à chasser la douleur grâce à ses seules capacités cérébrales est incontestablement surhumaine. L'expérience a démontré que Matthew est doté d'aptitudes impressionnantes. Mais Matthew va-t-il se révéler être le plus extraordinaire de nos 5 sujets? Le docteur Raoul Jamdial, le docteur Heather Berlin et le professeur Greg White ont jusque-là évalué 3 de leurs 5 candidats dans la catégorie capacité cérébrale. Lesquels choisiront-ils pour les tests de l'affrontement final? Et qui décrochera le titre de super-humain dans cette catégorie? Au centre de recherche, le neurochirurgien Raoul Jamdial se prépare à examiner notre 4e candidat. Un homme au cerveau si rapide qu'on le surnomme la calculatrice humaine. Originaire de Cuba, Yusnie Vieira était déjà un prodige des mathématiques étant petit. Il détient aujourd'hui plusieurs records du monde grâce à sa capacité à calculer sur quel jour de la semaine tombe une date. Parlez-moi de votre faculté. Elle vous aide dans la vie de tous les jours? Comment vous vous en servez? J'adore les chiffres. Ils sont partout, c'est ma passion. C'est comme maîtriser un autre langage, le langage des chiffres. Donc je l'utilise partout où je vais, et de cette façon, je suis plus efficace dans les décisions que je prends. Donc quand vous allez au restaurant avec des amis qu'il faut payer séparément, vous aidez tout le monde. Exactement. On est assez fascinés. On voudrait vous voir à l'œuvre. Vous êtes prêts? Oh que oui. Allez, c'est parti. Greg a un chronomètre. On va vous montrer 20 dates de notre siècle. Et vous allez nous dire sur quel jour de la semaine elles tombent. Ok. Pour cette expérience, il faut 20 dates du siècle en cours imprimées sur des cartes tenues par 10 volontaires. Combien de temps cela vous prendrait-il pour calculer que cette date tombera un dimanche? Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Bien, on y va. Ok. Combien de temps faudra-t-il à Yusnie pour calculer les 20 dates en question? Vendredi, mercredi, dimanche, vendredi, jeudi, mercredi, mardi, vendredi, Une erreur. Va-t-il en faire d'autres? mardi, vendredi, mardi, samedi, jeudi, lundi, vendredi. Terminé. C'est fantastique. Vous avez donné 2 mauvaises réponses, mais c'est déjà incroyable à voir. En combien de temps? 29 secondes, 20 dates. Si tous les hommes pouvaient faire ça, on ne manquerait jamais nos anniversaires de mariage. Et les femmes seraient moins malheureuses. C'est vrai. Ma première réaction, ça a été d'être complètement déconcerté. C'est un exercice très compliqué et le voir le réaliser si vite était très impressionnant. Puisque ces dates ont été générées au hasard, Yusnie n'a pas pu apprendre les réponses à l'avance. Il a dû les calculer une par une. Quelle est la complexité de cet exercice? On vient d'assister à quelque chose de stupéfiant. Il y a beaucoup trop de chiffres à mémoriser. Dites-nous comment vous procédez. Laissez-moi vous montrer la formule. Il faut mettre l'année. Yusnie assigne des numéros de code à l'année et au mois, puis applique une formule en plusieurs étapes appelée un algorithme. Quand on obtient l'addition totale, il faut diviser ce chiffre par 7, et avec le reste de la division, on obtient le résultat. Si le reste est 1, Si c'est 1, c'est lundi. Si c'est 2, c'est mardi, etc. son algorithme tient debout. Beaucoup de mathématiciens vous le diraient. Mais ce qui m'impressionne, c'est l'application répétée si rapide de cet algorithme. On voudrait maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur de votre crâne. Essayez de comprendre quelle partie de votre cerveau est à l'origine de cet exploit. Ok. Ça vous tente? Oui. Raoul envoie Yusnie passer une IRM fonctionnelle du cerveau. Durant le passage de cette IRM, Yusnie effectue plusieurs calculs complexes. Maintenant, on va faire l'exercice du calendrier, d'accord? Oui. Raoul analyse les résultats de Yusnie avec le spécialiste en imagerie cérébrale Stuart Derbyshire. On a observé votre cerveau pendant que vous faisiez vos calculs calendaires, en s'intéressant au flux sanguin. Le sang se dirige vers la partie du cerveau que vous utilisez et on peut le détecter grâce à un système de couleurs. On aborde ce qu'on a trouvé? Allez. Très bien. Il s'est passé ce à quoi on s'attendait. Le lobe pariétal gauche, qui se trouve juste au-dessus de l'oreille, s'est activé. C'est le centre mathématique du cerveau. Il existe une aire de calcul qui se trouve là. L'activité dans cette zone du cerveau est normale, mais les résultats de Yusnie réservent une autre surprise. Qu'est-ce que vous pensez de l'activation de cette région-ci? Je ne m'y attendais pas vraiment. Oui, on voit une activité du cortex préfrontal gauche qui joue un rôle dans l'organisation. Yusnie semble utiliser ce qu'on pourrait appeler le feeling. Vous faites ça trop vite pour que ce ne soit que du calcul pur et dur. C'est vrai. Parfois, je me sers de mon instinct. Contrairement à la norme, Yusnie utilise également les fonctions supérieures des lobes frontaux telles que le jugement et l'intuition.
Vous avez un sens mathématique très particulier. À côté du calcul de base, c'est comme si vous estimiez les chiffres. C'est fascinant. C'était une expérience formidable. Non seulement j'ai été capable de voir l'intérieur de mon cerveau, mais j'ai aussi vu quelles aires s'activaient lorsque je faisais mes calculs. Et ça, c'était plutôt génial. Avec ses multiples records du monde, Yousnier possède l'un des cerveaux les plus rapides de la planète. Il n'existe qu'un homme comme lui sur 7 milliards. Mais cela sera-t-il suffisant pour lui octroyer une place pour l'affrontement? Ou le candidat final rendra-t-il la décision des scientifiques encore plus difficile? Le professeur Greg White est à Londres pour rencontrer la femme qui parle le plus vite au monde, Fran Capo. Fran est originaire de New York et peut débiter plus de 603 mots à la minute. Greg l'a invité à le suivre afin d'analyser ses capacités cérébrales. Un auditeur lambda comprend environ 250 mots à la minute. Fran peut en prononcer le double. Greg veut savoir comment elle peut articuler aussi rapidement. Pour cette expérience, il faut un studio d'enregistrement équipé d'un logiciel d'analyse vocale, un extrait de la pièce Hamlet de Shakespeare et un comédien entraîné pour établir la comparaison avec la diction de Fran. La professeure de phonétique Valérie Hazan, Vous allez bien? aidera Greg à interpréter les résultats. J'ai choisi un extrait de Hamlet, la pièce de Shakespeare. Il est connu et plutôt simple. Je voudrais regarder la différence entre vous deux en termes de vitesse de lecture. La première à lire aussi vite qu'elle le pourra est la comédienne Emma. To be or not to be, that is a question whether it is noble in the mind to suffer the things and errors of outrageous fortune or to take arms against the sea of troubles by opposing in them. Bien joué. On va passer à vous, Fran. Aussi vite que possible. To be or not to be, that is a question whether the mind to suffer the things and errors of outrageous fortune to take arms against the sea of troubles by opposing in them. Bien plus rapide, ça c'est évident. J'ai trouvé que la différence était énorme. Et quand j'ai écouté Fran, j'ai eu le sentiment qu'elle ne disait qu'un seul mot extrêmement long. Il n'y avait absolument aucune pause. C'est vrai, c'est très frappant. Elle a un contrôle de son souffle incroyable. Elle a pris une grande inspiration avant de se lancer de manière à poursuivre son discours sans s'arrêter. La courbe d'onde de sa voix montre que lorsqu'elle parle à toute vitesse, Fran ne fait aucune pause entre les mots, comme le font la plupart des gens. Elle s'arrange cependant pour prononcer toutes les consonnes et toutes les voyelles. Les mâchoires bougent très peu. Elle maintient une clarté de diction en utilisant parfaitement sa langue et ses lèvres. Tous ces articulateurs permettent de sortir des sons clairs, mais sans trop de mouvement, car le mouvement réduira considérablement la vitesse. Cela démontre une très bonne motricité. Vous êtes très rapide. Et vous prononcez les mots avec précision. Dans le cerveau, l'aire de Broca, dans l'hémisphère gauche, est le siège du langage. Celle de Fran semble être bien plus développée que la normale. Elle détient le record du monde. On l'a vu parler 4 fois plus vite que ne peuvent le faire la plupart des humains. C'est un cas très intéressant. Il n'existe aucune personne comparable à Fran sur Terre. Voilà qui rendra la prochaine décision des scientifiques extrêmement difficile, car des 5 super-humains, chacun excellent dans son domaine, ils doivent maintenant en choisir 2 pour l'affrontement final, les tests qui permettront de choisir le gagnant ultime dans la catégorie capacité cérébrale. Quels seront ces 2 individus ?